Bienvenue dans la Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Épisode 1, mon nom est Jean-Philippe Forgue, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Juste prendre un petit 2 minutes pour remercier 2 personnes qui nous ont aidés depuis le début. Pour commencer, l'artiste musical Squirrel Noir, un rappeur solo basé à Ottawa, un grand fan des sénateurs qui nous a aidés avec notre musique d'intro, vous avez pu entendre au début de l'épisode. Vraiment un gros merci à lui. Ensuite, on veut vraiment remercier celui qui est la voix des sénateurs en français depuis, on dirait toujours, Nicolas Saint-Pierre, qui couvre les matchs des sénateurs sur Unique FM, que vous avez pu entendre lui aussi au début de l'épisode. Nicolas nous a beaucoup aidé avec plein de choses, on le remercie. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va vous présenter un premier collaborateur, celui qu'on appelle notre gérant de salon, Steven. Steven, avec qui on va jaser du repêchage amateur qui va avoir lieu les 23 et 24 juillet prochains. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, épisode 1, comment tu te sens? Yes, enfin, on est rendu là, JP Forgue, après des mois d'attente et de travail sans relâche, moi j'ai envie de te donner la parole par rapport à cette question-là, parce que veux pas, au mois de mars, c'est toi qui m'as texté pour partir de ce projet-là, fait que je te lance la balle pour cette question-là. Eh ben, je t'ai texté, mais je te connaissais même pas, c'est ça le pire, j'avais aucune idée qui t'étais. T'avais juste l'air de faire un peu de sens quand je te voyais aller sur Facebook dans les groupes de fans des sénateurs. Fans des sénateurs en français d'ailleurs, sur Facebook, si vous voulez rejoindre une super belle place pour échanger avec d'autres fans. On essaie d'avoir un esprit positif là-dedans. Ouais, ben regarde, moi, ça me jette à terre un peu, là, comment d'une idée, on a approché des gens qui étaient intéressés, qui ont donné de leur temps, qui voulaient embarquer surtout, là. Je pense que voilà, moi, tu laisses les gens investir le temps qu'ils veulent faire, puis ils l'ont fait. Fait que moi, je suis vraiment content, là. Parce que cette idée-là a parti de rien, puis au final, aujourd'hui, en tout cas, on peut rien vous annoncer encore, mais on a des belles surprises dans les prochaines semaines à vous annoncer, les prochaines semaines. Fait que c'est ça, cette idée-là a parti de rien, puis qu'au final, c'est un très beau projet qu'on a parti là, puis en plus, il y a plein de monde qui collabore avec nous autres, fait que ça fait encore plus un projet réussi. Là. Vraiment. Merci à tout le monde qui ont apporté quelque chose de près ou de loin depuis le début, là. Vraiment. Donc, épisode numéro 1, donc comme tu l'as mentionné tantôt, on va recevoir notre gérant de salon, Steven Desjardins, pour parler du repêchage amateur du 23, 24 et juillet prochain. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on parle un peu, là, parce que le 19 juillet dernier, un premier joueur sous contrat a avoué ouvertement qu'il était homosexuel. Oui. Donc, un espoir des Prédateurs de Nashville, Luke Prokop. Donc, je voulais savoir ce que tu en pensais un peu de ça, là. Luke Prokop, c'est un gars de 19 ans qui a été repêché 73e au total par les Prédateurs l'année passée. Moi, ça me jette un peu à terre, cette histoire-là. J'encourage à 100% le geste. J'espère que ça va ouvrir une porte à d'autres gars dans le milieu du hockey qui vont avoir le courage d'annoncer ça. Mais en même temps, c'est tellement fou de se dire qu'en 2021, qu'on en fasse un événement, tu sais. Je sais pas ce que t'en penses, là. Ben, tu penses-tu que ça va ouvrir des portes à certaines personnes de s'avouer plus facilement avec cette personne-là qui a fait les premiers pas, en fait? Ben, là, le monde du hockey, c'est tellement un milieu, puis on le sait, là, qui est tellement... Ben, on peut dire un peu macho. Ben, un peu macho, mais
qui n'est pas au niveau de la NBA ou de la NFL, mettons, là, ce qui a trait à tout ce qui est extravagant. On a vu ça avec les Hurricanes de la Caroline, puis tout ce qui était avec Don Cherry, là, qu'ils ont traité de jerks, etc. Tu sais, c'est une vieille mentalité à la Ligue nationale, puis c'est dommage. C'est dommage parce que, en tout cas, voilà, on trouvait que c'était important de le mentionner. On espère que ça va ouvrir des portes. Exactement. Puis moi, j'ai réussi à écouter le segment de Luke Prokop là, à RDS. Moi, je veux dire seulement chapeau à l'organisation des Prédateurs de Nashville qui l'ont grandement aidé dans cette... Oui, vraiment. Dans cette annonce qui n'a pas dû être facile, là, mais tant mieux pour lui. Puis, lui a dit « Je me suis jamais senti aussi léger que ça de ma vie. » Ouais, exactement. Il a aussi dit « Je suis tanné de venir dans des salles d'entraînement, d'aller dans les vestiaires, puis d'être là à me demander qui le sait, qui le sait pas, je le sais pas. » Là, au moins, tout le monde le sait, puis il est content, puis c'est ça qui compte. Excellent. Donc... C'était le sujet pour Luke Prokop, là, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, premier joueur sous contrat de la LNH à avoir fait mention qu'il était homosexuel. Donc, JP, on est le 21 juillet. Très grosse journée dans la Ligue nationale de hockey. C'est le repêchage d'expansion du Seattle Kraken. Donc, on a eu la liste le 18 juillet dernier des sénateurs d'Ottawa qui ont opté pour la formule 7-3-1. Ça nous surprend pas. On s'y en attendait. Ouais, ça c'est pas une surprise. Puis, moi, ce que je veux savoir, est-ce que dans la liste de joueurs, est-ce que pour toi, il y a des surprises? Il n'y avait pas de surprise parce qu'il y avait des évidences. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Moi, personnellement, mon point d'interrogation se situait vraiment au niveau de Logan Brown. Est-ce que Logan Brown valait la peine d'être protégé considérant les dernières années? Il a été fort à Belleville, on lui a jamais vraiment donné pleinement sa chance à Ottawa. L'année passée, ça n'a pas été une saison chanceuse pour lui. Là, on a finalement signé un agent libre de qualité en Dadonov, qui n'a pas nécessairement eu la grosse saison qu'on espérait. Puis là, on le protège pas déjà. Je sais pas. Est-ce que ça peut envoyer des signaux à... Je sais pas qu'est-ce que... Regarde, moi, c'est vraiment au niveau de Logan Brown que je savais pas qu'est-ce que l'organisation allait faire. Non plus au niveau des gardiens. Là. C'était un débat, mais on aurait dit que la majorité des gens penchaient vers Gustafsson. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, mon choix était de protéger Gustafsson devant le filet. Ouais. Si je me fie un peu aux autres gardiens de but, je pense que c'est lui qui devance les autres dans l'échelon en termes de relève dans l'organisation. Tu penses-tu, ouais? Ben, moi, c'est mon opinion. Moi, je pense que Gustafsson est un petit peu en haut des autres. Peut-être que je me trompe. On le saura plus tard. Matt Murray... Matt Murray a eu une saison en 2 temps l'année passée, début de saison très difficile. On se posait des questions à savoir si c'était réellement le gardien qu'il nous fallait. Il y a eu un changement d'entraîneur. Est-ce que ça a été bénéfique pour lui? Parce que vers la fin de la saison, ça a été beaucoup mieux. Ses performances étaient de ce qu'on s'entendait de lui. Puis, pour en revenir, donc, moi j'espère vraiment que Matt Murray sera pas pris par le Kraken de Seattle. Moi, je m'inquiète pas, Murray. J'ai pas l'impression. Moi non plus, j'ai pas l'impression qu'il va être pris. Il y a quand même beaucoup de gardiens disponibles en ce moment. Si on regarde ce que Vegas avait fait dans le temps, il était allé avec un gardien sûr en Marc-André Fleury, qui était plus âgé, gardien d'expérience. Puis il était allé avec Pickard au Colorado, qui avait 25 ans, et Jean-François Bérubé, qui avait 25 ans aussi. J'ai l'impression que Seattle pourrait faire la même chose. Il allait avec un gardien sûr, puis deux gardiens un peu plus d'avenir. Mais encore là, on sait pas, mais il y a des fans du Canadien qui sont très inquiets en ce moment, au moment qu'on se parle. Ça, c'est spécial comme histoire, hein? Il y a des histoires qui ont sorti que c'est Carey Price lui-même qui est allé voir Bergevin et qui a dit « Ne me protège pas ». Je sais pas. Ça aurait l'air que c'est sa décision, puis il n'y a pas personne qui l'a forcé pour prendre sa décision. Parce que lui est natif de l'Ouest canadien. Sa femme aussi est originaire de l'Ouest américain, si je ne me trompe pas.
est-ce qu'il veut vraiment s'en aller à Seattle, lui? On le saura pas. Peut-être qu'on va le savoir. On va le savoir ce soir si peut-être son souhait est exaucé et si Seattle vont ramasser son contrat à 10,5 millions par année. Pour en revenir un peu à la liste de protection des Sens, là, moi j'ai pas de surprise outre que je protégeais Dadonov avant Logan Brown. Ben c'est ça, moi aussi. Toi aussi? Oui. Ouais. Puis je pense que le choix logique ce serait que ce soit Chris Tierney qui soit réclamé par Seattle en raison de son contrat d'1 an. Il peut avoir une responsabilité sur peut-être un troisième trio à Seattle. Mais sinon, je vais en surprendre plus un qui passe un peu sous le silence et puis de jour en jour, je me pose la question si ça va peut-être être lui qui va être réclamé par Seattle, puis c'est le défenseur Josh Brown. En vertu qu'il y a un petit contrat, il reste 1 année de salaire à 1,4 million. Il y a un gros physique, style pour jouer dans l'Ouest, puis comme une police d'assurance comme 7e ou 8e défenseur, ça n'impacte pas trop ta masse salariale. Donc peut-être que finalement, on se disait que ça allait être Joey Dackard ou bien Evgeny Dadonov ou Chris Tierney qui serait le choix logique pour Seattle, mais peut-être que ce sera finalement Josh Brown. Non, les Seattle Kraken ont vraiment une belle liste de joueurs disponibles qui pourraient en faire une très bonne équipe là, dès la première saison. Toi, Pascal, tu voulais-tu rajouter ta touche sur sur ce repêchage d'expansion et les sénateurs? Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise dans la liste qui a été proposée. Moi, si je prends ça plus du côté personnel, là, je me dis tous les joueurs qui sont disponibles, le seul que j'aimerais pas voir partir, c'est Joey Dackard. Fait que je me dis probablement que c'est ce qui va arriver. Il faut se mettre un peu à la place de l'autre équipe, dans le sens où si ça nous ferait mal à nous autres, ok, oui, des fois il y a peut-être des raisons un peu plus personnelles là, qui sont relatives au marché puis que quelqu'un d'extérieur n'a pas, mais je pense qu'il y a quand même un danger que Joey Dackard parte, mais je pense que le gardien de l'avenir c'est probablement quand même Gustafsson. Il est quand même plus jeune, il se fait appeler Philly Franchise pas pour rien. Je pense qu'il a démontré qu'il était oui, ok, quelques difficultés dans la Ligue américaine, mais des fois, ça arrive à des gardiens de but qui, à un moment donné, ils ont atteint un certain plafond puis ils ont besoin du challenge de plus qui est la Ligue nationale. Puis quand il est arrivé, il a performé tout de suite. Donc, c'est pas mal ça. Donc, puis moi, pour en revenir un peu aux présentations du début, je vais être un peu plus la voix qui vient intervenir une fois de temps en temps, mais puis je m'occupe un peu plus de ce qui se passe en background, mais les vrais autres du podcast, ça va être les deux GP, puis avec mon petit grain de sel pendant que je moniteur tout ça, puis que je m'occupe de la production. T'es aussi vrai que nous, Pascal, fais-toi-en pas. Ouais. Juste que pour vous le savez, Pascal, c'est le Manitou derrière tout le montage des épisodes, donc sans lui, il n'y en aurait pas d'épisode. Parce que moi et JP, on est 0 puis 0 là-dedans. L'aspect technique. C'est contacté justement par le groupe aussi, par le groupe Facebook. Oui. Puis moi, c'était de quoi que je trouvais, j'écoute des podcasts, puis c'était toutes sortes de sujets. Je pense que j'écoute la musique, ça existe presque plus là, dans mon iPhone. Là, tout ce qu'il y a, c'est des podcasts. Il y en a plus que le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Donc, puis oui, je trouvais qu'il y avait un manque vraiment là, de podcasts des sénateurs en français. Il n'y en avait pas. Puis je connais plein de gens qui sont des partisans des sénateurs un peu partout au Québec qui parlent pas anglais. J'aurais beau lui dire va écouter tel podcast, ils vont pas le faire. Ils comprennent juste pas l'anglais. On oublie qu'il y a une bonne partie du Québec qui, bien malgré eux, parle pas anglais. Donc moi, quand j'ai entendu parler du projet, je disais où est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire? Let's go, on avance. Puis quelque chose que je peux rajouter que moi je trouve cool, c'est toi Pascal, t'es en Outaouais, t'es originaire du Saguenay à la base. JP Fortin, originaire d'Alma je sais pas si t'es originaire, mais t'habites à Alma au Lac-Saint-Jean. Oui, Alma t'es originaire. Parfait. Puis moi, bien, franco-ontarien, originaire de Saint-Albert dans l'Est ontarien. Fait qu'on essaie d'avoir une belle brochette de la francophonie, si je peux dire.
Exactement. Donc, messieurs, pour conclure notre segment du warm-up, j'ai peut-être une petite question à vous poser pour en venir au 12 juillet dernier sur la nomination de Pierre Maguire dans l'organisation. Je voulais avoir un peu vos commentaires là-dessus. On dirait que Pierre Maguire, c'est un personnage que je connaissais pas tant. J'étais pas tant un fan du chroniqueur, mais moi, juste le fait que les sénateurs aient ouvert le portefeuille puis engagé quelqu'un de reconnu puis quelqu'un qui a une notoriété, ça, moi, ça m'encourage pour l'avenir, là. Moi, j'ai toujours bien aimé le chroniqueur que j'écoutais le matin en allant travailler. Tu sais, dans le temps, c'était Team 1200, je pense. Là, tu sais, puis il y avait toujours son petit segment. Puis je l'ai toujours trouvé super intéressant. Tu sais. Quand même pertinent. C'est incroyable. À chaque matin, comme tous les matins je pense qu'il a fait ça je pense que ça fait 20 ans ou je sais pas combien d'années, mais toujours une nouvelle histoire, toujours une opinion. Il a toujours regardé les matchs de la veille. Puis, tu sais, après son appel avec Ottawa, il y avait probablement un appel avec une autre station de radio. Oui, c'est clair. Puis il avait toujours regardé les matchs, il était toujours au courant, il connaissait les joueurs, il y avait toujours une histoire de où venait le joueur, avec qui il avait joué, c'est qui son père, c'est qui son... Je pense qu'il y a une espèce de background hockey qui vient rajouter vraiment dans un petit marché comme Ottawa. Puis j'aime le fait qu'il vient un peu... il y a comme un titre assez flou où est-ce que je pense pas que c'est lui qui va vraiment prendre des décisions. Pierre Dorion va quand même être lui qui va avoir les décisions finales, mais je pense qu'il va aller un peu partout amener de l'aide où est-ce qu'il peut. Ouais, ça va être un très bon conseiller pour Pierre Dorion. Je pense que il va apporter son bagage, puis il connaît tous les joueurs de la Ligue nationale. Fait que ça pourrait être un bel atout pour Pierre Dorion. Puis tu sais, quand ça va être le temps de faire une entrevue ou de faire je pense que tu sais, il y a tellement de bagou, il y a tellement de ça sort naturel, il est capable d'être l'image corporative des sénateurs. Quand on veut du vrai, du cru, je pense qu'on peut parler à Pierre Dorion. Ça donne ce que ça donne parfois, puis ça donne des déclarations un peu explosives ou ce qui se met des fois dans le pétrin, alors que Pierre, lui, va te donner, tu sais, là, il est habitué des médias, là. Pierre Maguire, dont le dernier poste à titre d'entraîneur adjoint a été avec les Sénateurs, si je ne me trompe pas, avant de commencer sa carrière dans les médias, qui revient avec les Sénateurs, ça a le potentiel d'être une belle histoire. Oui, exactement. Donc, moi, je dis on laisse la chance aux coureurs. Très controversé, réaction très controversée un peu partout. Les gens soit sont neutres, soit le détestent ou sont quand même positifs. Mais quand quelqu'un est aussi exposé, est aussi visible, tu sais, il y a un peu comme lancé l'espèce d'être entre les deux bancs, tu sais, pendant les games, puis tout fait que, tu sais, son visage, tout le monde le connaît. Je pense que ça t'apporte à être peut-être un peu plus controversé que bien du monde, puis toujours être obligé de donner ton opinion. Mais moi, je laisse la chance au courage, je le laisse s'installer puis voir dans les décisions, j'imagine qu'ils vont être prises, on va peut-être être capable de dire ça, il y a peut-être un peu de Maguire là-dedans, ça, il y a peut-être un petit où est-ce qu'il a mis son grain de sel. Oui, j'ai hâte de voir si les décisions que les organisations vont prendre, on va voir un peu comme de la nouveauté, si je peux dire. En tout cas, on s'entend pour dire que nous, la brigade, on voit ça du positivement suite à cette embauche de Pierre Maguire. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, pour notre deuxième segment de l'émission, on est accompagné de notre gérant de salon. C'est un premier collaborateur qu'on vous présente qui va revenir à plusieurs moments au cours de la saison. Steven, un gars de Gatineau, fan des Sens. Steven, un fan des Sens à Gatineau, ça a l'air de quoi? Être un fan des Sénateurs à Gatineau, ben premièrement, la ride pour se rendre à l'aréna puis pour revenir est assez longue, je te dirais. C'est les soirs des semaines, quand il y a une belle petite tempête un mardi, mercredi soir, c'est long. Faut partir tôt puis on revient tard, mais écoute, ça fait partie de la game, je dirais. Puis aussi la dualité linguistique avec les Sénateurs. Nous, on est francophones, puis évidemment, l'équipe est majoritairement anglaise, donc les gens sont souvent surpris quand je dis que je suis un grand partisan des Sénateurs d'Ottawa. Par exemple, quand tu vas à Gatineau, dans les restaurants, les bars, pour écouter un match, ben, le monde s'attend à ce que tu sois un fan du CH, vu que tu es francophone. Mais là, quand tu dis que tu es fan des Sénateurs, tu es une denrée rare.
Tandis que quand tu es francophone et que tu vas regarder les matchs à Ottawa, les gens te rencontrent, s'attendent à ce que tu sois un fan du CH à cause que tu es francophone, mais là, tu leur dis non, je suis un grand fan des Sens. Mais encore, tu es une denrée rare. Donc, tu sais, c'est. Ils comprennent pas. Hein? Ouais, c'est ça, c'est le fun, tu sais, c'est drôle, la réaction des gens, puis ils sont. Côté Ottawa, ils sont contents, mais par contre, à Gatineau, ils sont un petit peu moins contents quand on leur dit. Toi, Steven, tu dirais que tu es un fan des Sénateurs depuis quand? Moi, mon premier joueur, je te dirais, c'était Alexis Yashin. J'adorais ce joueur-là. Il était électrisant. Il contrôlait le match à lui-même. Puis, tu sais, c'était en 95. J'avais 5-6 ans. Je comprenais pas trop ce qui se passait avec lui. Là, mes parents m'expliquaient que c'était un problème d'adulte. Puis, je pouvais pas comprendre. Donc, je devais attendre que Yashin revenait dans l'équipe. Chose qui n'est pas arrivée d'ailleurs. Avec tes amis, t'es-tu en minorité ou bien ils sont tous fans des Sens? Je suis pas mal en minorité, je te dirais. On est une bonne gang, mettons, en 2017 en série, qu'on se tenait pas mal ensemble. Mais sinon, quand je vais avec mes amis en général, on est maximum 2, mettons, sur 12-15. Puis il y a tout le temps un argument, pas un argument, mais tu sais, un petit hey, Kachuk Kanyami, tu sais, un petit pin qui sort. Donc là, ça commence. Là, l'effet domino commence d'un bord à l'autre. Puis tu sais, c'est sûr que ça peut devenir assez corsé, mais aussi, on essaie de garder ça très, très, très amical. Toi, Fortin, dans le fond du lac Saint-Jean, t'es-tu en minorité? Moi, je suis très en minorité au lac Saint-Jean. Là. Toi, t'es une espèce en voie d'extinction là-bas. Ouais, je suis très perdu, comme on dirait. Là. Il n'y a pas grand monde qui prend pour les Sénateurs à Alma au lac Saint-Jean. J'ai peut-être de connaissances 2-3 amis qui sont fans autant que moi des Sens, mais la majorité, c'est Canadiens Quand même. all the way. Puis, ouais, disons que je l'ai mangé assez ça chaud durant les dernières séries éliminatoires. On s'éternisera pas sur les dernières séries éliminatoires. Steven, tu vas nous faire l'honneur de ta visite à quelques occasions pendant la saison. Yes. Tu vas nous parler de quoi? En fait, mon plan, c'est d'expliquer comment que les Sénateurs actuellement, depuis les déclarations de Melnyk et la grande vente de feu de quelques années passées, qu'on a souvent souffert après quelques décisions, mais en bout de ligne, c'est pour le mieux de l'équipe. Comment que le plan, ils suivent le plan en ce moment. Tu vois, depuis qu'il a parlé, il nous a fait des promesses au début. Tu peux voir en ce moment que si on suit de la journée 1 jusqu'à aujourd'hui, il est pas mal, il suit parole, il tient parole en fait. Donc, moi, je suis Team Melnyk pas mal. Je suis pas mal les décisions que l'organisation prend. Puis aussi, d'autres chroniques que je vais faire, c'est que je vais partager des faits, des statistiques, peu importe, envers les équipes, envers des joueurs, qui vont peut-être semer la controverse, créer des débats pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est ça mon but. Tu sais, c'est de créer une petite flamèche qui dit, ben voyons donc, mais c'est vrai parce que les chiffres l'ont dit et pas moi. Donc, tu sais, c'est quand même des débats intéressants à voir. Tu vas venir brasser la marde. Je vais venir brasser, oui, en effet. Puis, pour ceux qui me connaissent bien, souvent dans mes arguments, j'aime ça. Bon, les gars, on revient à notre sujet principal. À la veille du repêchage qui est quand même beaucoup particulier. L'année passée, on le savait, là, t'sais. Du moins, on avait un top 3 assez établi. Cette année, tu regardes n'importe quel spécialiste, c'est pas pareil, là. Tout le monde a des opinions. Vous autres, vous en pensez quoi? Le top 3. Par exemple, là, j'y vais là. Si je prends un gars comme Corey Perlman, lui, il nous met Owen Power à Buffalo. Puis ça, il va avec Matthew. Là, vous allez rire de moi parce que j'ai aucune idée comment prononcer le nom de famille de ce gars-là. Est-ce qu'on dit Matthew Beniers? Beniers? Comment on dit ça? Beniers? Mon réflexe, moi, c'est Bernier, mais je réalise c'est notre côté ben c'est ça, moi aussi, mais ça fait pas de sens. Beniers, je Matthew crois. Beniers. C'est ça? Beniers. Puis ensuite, lui, il va avec Dylan Gunter à Anaheim. Si on va avec Scott Wheeler, même chose. Si on va avec Craig Button, Owen Power, Brent Clark, Matthew Beniers. Beniers. On va l'avoir. C'est un work in progress. Là. Les noms qu'on connaît pas. Puis
si on va sur Dobber Prospect, par exemple, eux autres, ils vont avec Matthew Beniers premier, William Eklund, puis Fabian Lysell. Fabian Ben, je suis le Lysell. pire. Ça, c'est surprenant, par exemple, ce top 3 là. Ben, je trouve aussi. Je doute que ça l'arrive. Ça semble favoriser les attaquants, puis ce repêchage ici, c'est plein de défenseurs. Je doute très fortement qu'il n'y ait aucun défenseur qui va sortir dans le top 3. Moi, je crois minimum 2. Mais le Dobber Prospect, c'est assez un call audacieux. Mais il y en a, par exemple, qu'il faut dire, qui prédisent un mock draft. Donc, ils se disent qu'est-ce que Buffalo a besoin, qu'est-ce qu'ils vont prendre. Il y en a qui font juste vraiment lister, selon eux, le talent futur. Fait que c'est ça à prendre en considération. Ouais. Pensez-vous qu'une équipe devrait aller pour le meilleur joueur disponible ou le meilleur ou le besoin organisationnel? Moi, je pense que si j'y vais dans mes prédictions, je sais pas si on était rendu là, JP. Vas-y. Moi, j'y vais avec le meilleur joueur disponible qui, selon moi, c'est Owen Power, qui compléterait bien la défensive avec Rasmus Dahlin à Buffalo. Puis après ça, je pense que le Kraken ont comme pas le choix de passer... ont pas le choix de prendre Matthew Beniers. Puis je complète... Dis-le donc encore. Beniers. Puis je compléterais mon top 3 avec un choix surprenant pour... moi, je vois un duo parfait avec Jamie Drysdale à Anaheim avec Simon Edvinsson. C'est mon top 3. Intéressant. Vas-y donc, Steven. Moi, de mon côté, oui, le choix évident, c'est Owen Power pour Buffalo. Par contre, je serais pas surpris qu'il y ait centre avec Matthew Beniers, dépendamment de ce qui arrive avec leur prodigieux centre numéro 1 actuellement. Donc, il faut suivre un petit peu le dossier Eichel pour voir ce qu'ils vont faire ici. Mais si la vie va normalement, ça va être Owen Power ici. Seattle Kraken, moi aussi, j'ai Matthew Beniers, le restant, dans le fond, de Owen Power puis Beniers. Un centre américain va me vendre l'étiquette, un joueur assez intéressant pour Seattle comme premier choix. Mon côté Anaheim. Ce qui est fun avec Seattle quand même, c'est tout est à faire. Là. Eux autres peuvent se permettre d'aller pour le meilleur joueur disponible. Ouais, c'est leur premier dans l'organisation, fait que ils vont juste être contents d'avoir le meilleur joueur disponible qui reste au deuxième rang. Puis Anaheim aussi, j'ai un défenseur droitier. Par contre, c'est le frère des autres. Hughes, ah oui, hein? Luke Hughes. Lui, il semble être un petit peu plus sure shot, je vous dirais, que Edvinsson. J'ai regardé ces deux défenseurs-là. Tu sais, si t'as troisième overall, je crois que tu dois aller pour le sure shot. D'après moi, c'est Luke Hughes. Edvinsson, lui, c'est soit que t'as le coup de circuit ou que c'est pas le défenseur que tu t'attendais à avoir au troisième. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai été Luke Hughes au détriment de Edvinsson. Moi, ce que j'aime avec Edvinsson, c'est que c'est un gros gabarit, 6 pieds 5, 195 livres, défenseur gaucher. Je vois parfaitement compléter le duo avec Jamie Drysdale. C'est pour ça que je faisais un fit incroyable entre les deux. C'est pour ça que je l'ai favorisé troisième avant Brett Clark ou bien Luke Hughes. Puis là, si on focus sur le choix numéro 10, là, parmi tous les noms qui ont pu sortir, on a entendu beaucoup récemment le gardien Jesper Wallstead. Il y a Chaz Lucius qui est sorti au début. Il y a des Ken Johnson. Et il y a Mason McTavish qui revient quand même beaucoup. Selon les besoins... premièrement, c'est quoi les besoins des sénateurs en ce moment? Ben, moi, je m'entends pour dire que c'est la ligne de centre qu'il faut améliorer. Je pense que je vais peut-être me faire taper ses doigts là, pour le monde qui nous écoute, là, mais je considère que Logan Brown n'est pas le produit qu'on espérait avoir à Ottawa. Fait faut comme pallier à sa perte. Fait que pour moi, le gros besoin des Sens dans l'immédiat, c'est la ligne de centre. Peut-être diront que c'est devant le filet, mais moi j'ai confiance au goaler actuel qu'on a dans l'organisation. Présentement, si on prend les centres des sénateurs, on a Josh Norris, Shane Pinto, Colin White,
Est-ce qu'on disait que là, des centres de deuxième, troisième ligne, on en a. C'est le premier qu'il faut. Est-ce qu'on trouve la solution au premier dans ce repêchage-là? Le premier, moi, je crois qu'on l'a en ce moment, Josh Norris. Écoute, les chiffres parlent pour eux-mêmes en ce moment. Josh Norris semble s'établir comme un bon centre numéro 1. De ce que les Sénateurs ont besoin, d'après moi, c'est soit un ailier droit ou, dans mon cas, c'est le gardien de but, Wallstead. C'est rare que tu peux avoir un gardien de but de ce niveau-là, de ce talent-là au 10e choix. On peut voir ce qui est arrivé cet automne avec les équipes qui sont rendues loin. Ils ont besoin d'un bon corps arrière comme gardien de but. Donc, pour moi, j'irai Wallstead. Par contre, je vais faire une petite prière pour que Brandt Clark descende un petit peu dans le repêchage. Cette année, le top 10, je l'ai vu quelques fois au 10e choix des Sénateurs. Puis lui, je sais pas si vous le savez, on peut le voir dans les vidéos que Jean-Gabriel Pajot, où il score 3 buts en série. Donc, on peut voir que c'est un partisan lui-même des Sénateurs comme nous. Donc, ça serait bon d'avoir un bon fanatique, un fan des Sénateurs dans l'équipe finalement. Je me souviens pas en fait d'avoir repêché un joueur si tôt dans le repêchage qui était un si grand fan des Sénateurs. Donc, j'espère Brandt Clark, mais je sais qu'il ne se rendra pas à nous. Donc, j'espère le gardien de but, sinon un ailier droit. Matt Coronato. Un vrai marqueur naturel. Ailier droit. C'est le plus vieux du repêchage, par contre, donc ça peut faire peur aux gens. Il est fiable dans les 3 zones au hockey. Puis il est reconnu vraiment pour avoir scoré beaucoup de buts dans sa carrière. Donc, pour moi, j'irais Coronato ou gardien de but. Puis évidemment, si Brandt Clark il est là, j'irais Brandt Clark avant Coronato, mais j'en doute très fortement. Il y avait beaucoup de... En tout cas, c'est des histoires qui ont sorti dans les médias récemment. Bon, je sais pas si c'est des médias extrêmement fiables, mais on disait que Jesper Wallstead serait le gardien le plus près de faire la Ligue nationale, d'avoir un impact dans la Ligue nationale prochainement versus d'autres gardiens. Là. Ça se tient-tu, ça? Est-ce qu'un gardien à cet âge-là est vraiment prêt à avoir un impact? Ben, je suis moi-même un gardien dans la vie de tous les jours, puis je te dirais que c'est tellement difficile à évaluer un gardien. Là. C'est tellement dur à prédire, outre quelques exceptions comme Vasilevski puis Price, qui dès leur repêchage étaient consentis pour être des goalers exceptionnels. Mais c'est très difficile. C'est très difficile à évaluer. Surtout dans une saison COVID en plus, on l'a pratiquement pas vu dans où ce qu'on était supposé le voir. Puis je sais pas. C'est tellement difficile ce repêchage-là, ça. D'après ce que tu dis, moi j'ai juste à penser à Spencer Knight qui vient, tu sais, à la fin de l'année, tu avais Bobrovsky qui avait de la misère un petit peu, Chris Driedger qui il redevenait le Chris Driedger qu'on connaît en fait. Donc là, il avait essayé Spencer Knight qui était repêché il y a quelques années. Puis il semblait faire la job, je vous dirais. Je crois que à cause de son salaire, Bobrovsky a resté dans le filet. Mais normalement, moi, je crois que Spencer Knight aurait dû rester dans le filet pour la Floride parce que il aurait probablement une meilleure chance avec lui. Les statistiques le montraient de Spencer Knight quand il a commencé, puis lui aussi est vraiment, vraiment jeune. Donc, si Wallstead, c'est le prochain qui va être prêt, peut-être pas, à cause Spencer Knight aussi est relativement jeune. Tant mieux si Wallstead pourrait peut-être suivre un petit peu Spencer Knight dans son développement. Mais reste à voir s'il va se rendre au sénateur. D'après ce que j'ai lu, moi, je serais pas surpris que Détroit le prenne. Ah, je m'ennuie des Suédois, moi. Malgré le dernier divorce qu'on a avec notre Suédois. Oui, mais dans ma jeunesse, les sénateurs, c'était des Suédois dans ma tête. Tu sais, il y en avait plusieurs, mais c'est plus le cas, là. La mentalité a changé.
Il y a un bon Suédois, là, William Eklund aussi, là, pour Détroit, s'ils sont si prêts à repêcher un Suédois, pour aller Eklund. Là, on parle d'attaquant contre gardien de but, mais moi, je crois comme Détroit ont besoin de gardien de but, ils n'ont pas grand-chose dans leur développement. Ben ça, c'est l'autre affaire. Les sénateurs en ont des gardiens de but. Est-ce qu'ils en ont assez pour garantir un avenir? Ça, c'est un débat qu'on ne sait pas, là. Ben, il y a des produits intéressants. Là. On parle à Gustafsson, Sogard, on a Joey Dackard. Puis, mais on a des produits intéressants là, devant le filet que moi, je pense que on peut faire un bout avec ça. Mais un bout, mais on va-tu se rendre à la terre prédit? Je crois pas. Il faut vraiment une qualité à la Wallstead, je te dirais. Oui, les 6 qu'on a dans l'organisation actuellement, un qui était pas mal décevant, Matt Murray, Gustafsson puis Dackard ont montré de bons résultats, mais moi, des jeunes blessés comme Dackard qui est arrivé, je serais un petit peu hésitant avec les prochaines années. Est-ce qu'il est fragile? Est-ce que c'est une blessure qui va le suivre? Wallstead, écoute, vous savez ma position sur les gardiens de but étant donné mon show au 10e rang. Ben bon en avoir 6-10, mais s'il n'y en a pas un là-dedans qui peut percer en tant qu'élite, moi je te dirais d'aller pour celui qui est prédit comme être le prochain élite. L'année passée, on parlait beaucoup de Askarov, qui, si je ne me trompe pas, est parti 12e, repêché par Nashville. Est-ce que c'est 2 gardiens qu'on peut comparer, selon vous autres? Très dur à dire. C'est dur à dire, hein? Ouais. Trop d'incertitudes. Je me suis pas renseigné. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que... Il est 11e en tout, premier rang. Parce que mon point, c'est Askarov, il était quand même considéré très haut dans la... Ben, c'était le meilleur gardien disponible et parti 12e. Jusqu'à quel point les directeurs généraux vont être frileux à repêcher un gardien? Est-ce qu'il pourrait se faufiler jusqu'au 10e rang? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent absolument pas. Who knows? Puis tu sais, les gardiens, là, oui, cette année, on a un bon... on regarde ça et on se dit, ouais, les 2 équipes qui se sont rendues, même les 4 équipes qui se sont rendues dans le corridor, ça avait toutes des gardiens repêchés en première ronde. Puis c'est vrai, là, c'est une année comme ça cette année, on peut pas le nier. Là. Mais je sais pas si je partage l'opinion que ça te prend absolument un gardien de première ronde pour vraiment... Tu sais, moi, je pense que bien souvent, un gardien correct, au-dessus de la moyenne, solide, qui est en forme, il arrive le temps des playoffs, puis même peut-être un bon backup. Tu sais, dans le passé, on a eu plein d'exemples là, d'équipes qui ont tu sais, si tu regardes, là, mettons, oui, l'année passée, Vasilevski. Après ça, tu tombes l'année d'avant avec Saint-Louis, tu sais, Bennington. Oui, c'était un bon gardien, mais c'était correct, là, tu sais, c'était un bon gardien. C'était pas un des meilleurs, tu sais, de la ligue. Après ça, après ça, tu as eu Washington, tu as eu les Pingouins, tu sais, avec un espèce de duo encore. Oui, tu as Marc-André un bout de temps, puis là, oups, c'est l'autre qui prend la relève. Avec les Blackhawks, tu sais, c'était qui? C'était... Antiniemi. Exact. Fait que je pense que quand t'as la bonne défensive, t'as la bonne offensive, le gardien devient un peu moins important. Parce que on l'a vu avec Montréal souvent, là. Oui, un excellent gardien, mais tout repose sur une personne, puis repose sur une blessure, tu sais. Puis ce que j'ai de la misère, c'est de donner autant d'argent à cette position-là. Tu sais? Fait que je pense que dans ce que les sénateurs ont présentement dans leur bassin de gardiens, les chances que un là-dedans ressorte, puis nous amène assez loin, sans avoir besoin de porter l'équipe sur ses épaules, je pense que les chances sont quand même bonnes. Entièrement d'accord avec toi, Pascal. J'ai le même point de vue que toi. Puis si c'est Wallstead, tant mieux, parce que on va avoir un excellent gardien de but de plus dans les 6 autres qu'on a. Fait que ça va faire une belle compétition à l'interne. Mais... Puis beaucoup de monnaie d'échange. Si on a 2-3 gardiens là-dedans qui, tabarouette, on sait plus quoi en faire de nos gardiens. Écoute, ça va se jeter aux genoux d'Orion pour venir. C'est ça. Mais je trouve que si on regarde le draft, c'est beaucoup de défenseurs, beaucoup de joueurs de centre.
On a repêché dans les dernières années beaucoup de défenseurs, mais moi, je pense qu'il faut se concentrer beaucoup plus à la ligne de centre que devant le filet encore, là, vu qu'on a beaucoup de jeunes, puis qu'on sait pas ce qui va arriver, ces jeunes-là. Peut-être que ça va être des très belles surprises, comme ça peut donner des échecs, mais on a 6 là qu'on peut voir l'évolution de ces jeunes-là. Là. Moi, les gars, j'ai pensé à un scénario. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai aussi une voix en arrêt de la tête qui me dit que les sénateurs vont échanger pour descendre un petit peu dans le repêchage pour avoir un choix supplémentaire plus tard ou plus tôt dans la deuxième ronde. Puis dans ce cas-là, tu sais, si on descend au 20-25, on pourrait peut-être sortir avec un Zachary Lheureux ou un Bourgault. Tu sais, ce serait pas mauvais non plus. On aurait un centre. Puis on se rajouterait un choix de repêchage plus tard dans le repêchage. Puis on sait tous que la feuille de route des sénateurs dans les années récentes, c'est assez bon côté repêchage. Donc ça serait un scénario à considérer. Je pense qu'on risque d'échanger de 10e pour avoir un autre choix, soit plus tard dans le repêchage ou même un pour l'année d'après. On ne sait jamais. Toi, JP Fortin, tu semblais dire que tu voulais l'échanger, ce choix-là. Ouais, moi, avec le 10e, je l'échange en raison que c'est un draft très incertain. Puis, on n'a pas eu, les recruteurs n'ont pas eu le temps qu'il faut pour évaluer les jeunes joueurs sur la glace. C'est plus du vidéo qui ont pu évaluer ça. Donc, en raison que c'est un draft incertain, je l'échange pour améliorer l'équipe à court et moyen terme. Et moi, si vous voulez savoir, je fais ma transaction suivante. J'échange au Colorado le 10e au total avec Logan Brown contre le 27e au total, Nazem Kadri. Puis, je vais rechercher Shane Bowers qu'on avait donné dans la transaction de Matt Duchene. Avec le 27e, j'espère que Francisco Pinelli, Atu Ratti ou Zachary Lheureux soient disponibles. Fait qu'à ce moment-là, je règle un problème. J'ai mon deuxième joueur de centre, Nazem Kadri, qui répond aux besoins de la ligne de centre à court et moyen terme. J'ai un autre prospect en Shane Bowers qui il a un beau potentiel, puis peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Puis j'ai peut-être un joueur de centre en Francisco Pinelli pour le futur, pour peut-être combler le départ de Kadri dans 3-4 ans. Tu penses quoi que Atourati a descendu autant que ça en 2 ans? JP Fortin? Ben moi, ce que j'ai lu sur différents sites, c'est qu'il y a un gros problème d'attitude puis de comportement. Fait que c'est ce qui a fait que il a extrêmement diminué dans la liste du repêchage parce qu'il était consenti pour être top 5. Puis là, finalement, s'il est repêché entre 20 et le 30, c'est très bon. Mais il y a eu une saison difficile. Mais moi, je crois aux deuxièmes chances dans la vie. Fait que ça pourrait être un beau vol si jamais on réussit à l'avoir au 27e choix avec la transaction que je fais avec le Colorado. Oui, cette année, ça va vraiment être un repêchage qui est difficile. Puis peut-être que justement, ça vaut la peine de se lever les mains puis être hands-off un peu puis dire, OK, les autres équipes, vous avez presque pas d'input, démêlez-vous, choisissez puis arrangez-vous entre vous autres. Mais je pense que justement, c'est au contraire, ça peut être vraiment une opportunité pour les sénateurs étant donné que c'est notre force, là, étant donné que je pense que dans la ligue, là, si tu regardes toutes les équipes, là, mettons, tu poses une question, hey, je me demande c'est qui la meilleure équipe, point d'interrogation, si tu mets qui repêche bien, là, je pense que les sénateurs peuvent être la réponse numéro 1. Fait que je pense que c'est vraiment leur force. Puis justement, ils vont peut-être être capables d'aller chercher le pic que personne d'autre a vu à cause du background qu'on fait puis des recherches qu'on fait, meilleur que ce qu'on serait capable de repêcher 10e. Là. En tout cas, je pense que t'as deux façons de le voir, soit que on n'a pas bien de data, puis peut-être qu'on est un peu meilleur là-dedans puis qu'on va réussir à aller devancer de quelques positions puis sortir quelqu'un qui dans 3-4 ans on va dire tabarouette, comment ça se fait que personne l'a pris avant celui-là, tu sais. En tout cas, je pense qu'on peut le regarder des deux côtés. Et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les gars, qui pourrait intéresser les sénateurs, là? J'ai 2 choix.
Avec mon choix de 3e ronde des Sens, j'irais peut-être avec un Justin Robida avec les Foreurs de Val-d'Or, qui à 18 ans était assistant capitaine de l'équipe à sa 2e saison. Cette année, 36 points en 35 games. Il y avait un très grand rôle dans l'équipe, malgré une très grosse formation. Là. Disons qu'il était assez bien bâti. Puis, avec un choix plus tardif, avec mon 6e ronde ou mon 7e ronde, j'irais avec un gars comme Théo Rochette, qui est classé 167e au niveau des patineurs nord-américains. Peut-être que c'est un petit... j'ai les SAG tatoués sur le cœur, c'est un ancien joueur des SAG. Peut-être que c'est pour ça que là, j'ai deux... j'ai les Sens puis j'ai les SAG. Fait que là, peut-être qu'avec un Théo Rochette en 7e ronde, ça pourrait être un beau guess. Hein. Moi, j'aime bien des St. John Sea Dogs, Joshua Roy. Talent offensif, comme qu'ils disent en anglais, pure offensive skills. Par contre, pas le plus grand sur la glace, qui fait souvent peur à des recruteurs. Mais de mon côté, j'irais pour lui. Puis là, tu parlais de ta région, je vais parler de la mienne. Zachary Dean des Olympiques. Ça serait bon de le garder, comparable à Dawson Mercer de l'année passée. Donc, Zachary, mais lui, c'est première ronde, donc il pourrait peut-être sortir dans l'échange que tu as suggéré. Ça, c'est 2 joueurs que j'aime bien. Tu sais, il faut être réaliste. C'est sûr que j'aimerais Zachary Lheureux aussi, puis Zachary Bolduc, mais je pense pas qu'ils vont être disponibles. Mais de mon côté, mon favori, c'est vraiment Joshua Roy. Juste une petite parenthèse, Joshua Roy, une petite correction, est maintenant avec le Phoenix de Sherbrooke. Fait que toi, JP Fortin, t'es vraiment équipe Edvinson? Ouais, je suis vraiment équipe Edvinson. Moi, juste sa shape, 6 pieds 5, 195 livres, un défenseur plus style pur, avec un défenseur offensif comme Drysdale, je trouve que ça ferait un duo parfait pour les Ducks d'Anaheim dans le futur. Fait que c'est pour ça que mon choix s'en irait vers Edvinson pour les Ducks en 3e ronde, en 3e choix. Parce que moi, ce que j'ai lu sur Edvinson, c'était pas doux, hein, les commentaires à son égard, je te dirais. Sortir de la zone défensive, semblerait qu'Edvinson a beaucoup de misère, qui crée souvent des turnovers, on dit en anglais. Donc, moi, j'allais pour Luke Hughes, que lui, il y a eu beaucoup de débats pendant l'année qu'il risquerait de prendre la place au numéro 1 de Owen Power, souvent à cause de ses génétiques, évidemment, là, avec tous ses frères dans la ligue. Mais Luke Hughes, gaucher aussi, comme Edvinson, par contre, un petit peu plus fiable dans les 3 zones au hockey, les 3 zones dans le fond. Donc, lui puis Jamie Drysdale, d'après moi, ferait un des meilleurs duos de la Ligue nationale dans les prochaines années. Dont la raison que j'irais pour Luke Hughes, vu que le 3e choix, tu dois pas prendre de chance. Puis si tu vas Edvinson, d'après moi, si tu prends une grosse chance. Mais comme on l'a dit plus tôt, c'est tellement un repêchage particulier, puis il n'y a pas de science exacte pour un repêchage. Peut-être que tu vas avoir raison, peut-être que je vais avoir raison, on le saura pas. Fait que on va le savoir dans le futur qui aurait eu le meilleur choix. Mais moi, mon choix, ça serait Edvinson. On a dit que les gardiens, c'était des bébites bizarres, là, mais les défenseurs, c'est pas évident à prédire non plus tout le temps. Non, le plus bel exemple, c'est Jared Cohen. 9e au total, puis finalement a été un flop incroyable. Ou Brian Lee. Ou Brian Lee, oh là là. Au détriment de Andy Kopitar, je tiens à soulever. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis en plus, cette année, l'année COVID, ça doit pas être évident hein, pour les scouts. Savoir qui prendre. Non, mais c'est sûr que, d'après moi, le 3e, il faut que tu ailles pour celui qui est sûr. Pour moi, là, Edvinson, c'est ça que tu as le coup de circuit ou que tu te fais retirer en 3. Là, fait que moi, je ferais un petit peu plus attention, mettons, avec Edvinson. Mais c'est ça que, en raison d'un repêchage tellement particulier comme ça, que puis tout le monde a une opinion différente sur le top 10, on parle du top 10, que possiblement, moi, je prendrais Edvinson au 3e choix,
puis qu'au final, quand on va écouter le repêchage le 23 juillet, il va se ramasser 12e. Puis que ton Luke Hughes, que tu avais mis 3e, se ramasse 6e ou 7e. Ça va être tellement... ça va être une boîte à surprise comme repêchage. Moi, je me demande s'ils vont mettre cet outil-là au centre là, dans l'an prochain ou l'autre d'après. Il semble... Dorion a dit à la fin de l'année qu'il le voyait comme un ailier élite. Mais tu sais, si on le mettrait centre, un one-two punch de Norris, cet outil-là, ça serait quand même quelque chose de non négligeable. Donc, dépendamment du plan aussi avec cet outil-là, ça serait intéressant de voir centre ou centre ou gardien de but s'il est disponible. Moi, je le garde à gauche. Je trouve qu'avec sur le deuxième trio, il manquerait un joueur de centre pour jouer avec lui, avec Connor Brown. Je pense qu'on a un excellent deuxième trio pour l'avenir, puis le court puis moyen terme de la formation. Fait qu'il s'agit juste à trouver, parce que moi, Shane Pinto, je donne encore du bagage, puis je le mets sur le troisième trio pour au moins l'année prochaine. Puis je donne du temps de glace en désavantage numérique, un peu plus de responsabilité défensive. Fait que, mais je le vois pas sur le deuxième trio pour l'année prochaine pour Shane Pinto. Fait que c'est pour ça que, je répète, je fais ma transaction pour aller chercher un joueur de centre déjà établi dans la Ligue nationale, et c'est mon choix, c'est Nazem Kadri. Intéressant. Sauf que mettre tout là au centre, ça nous enlève du bagage à gauche. On a Tkachuk qui est sur le premier, Nick Paul, Alex Formenton. Ben, d'après moi, Formenton va aller sur la troisième. Nick Paul, c'est un excellent quatrième ligne, d'après moi. Fait que à gauche, tu aurais Brady Tkachuk, Formenton, Nick Paul, puis là, il faudrait un autre. Colin White, on le voit où? Moi, je le vois... en fait, tout dépend de ma transaction, si elle le fait ou non. J'ai pourtant, il y a une idée en tête. Non, mais si, exemple, on prend, par exemple, qu'on a Nazem Kadri dans la formation, Colin White est mon quatrième centre, avec Nick Paul puis Austin Watson sur le quatrième trio. Il y en a un d'eux, je crois qu'il va aller à Seattle. Ouais. Ça, c'est parce que dans le fond, j'avais mis Chris Tierney parti pour Seattle, mais ça va être... c'est ça. Mais Matt Coronato, vous tentez pas, vous autres, les gars? C'est comparable, c'est pas mal. Kyle Palmieri, Alex DeBrincat, puis Cole Caulfield. C'est un petit gars qui va peut-être faire peur aux recruteurs, mais finalement, il va ressortir, puis wow, ça va être le vol. Fait que, il y a beaucoup de joueurs en moitié de la première ronde qui espèrent que Matt Coronato tombe entre leurs mains. Plusieurs personnes vont partir pour Calgary. Je crois que Calgary est le 12e. Nous, on est 10e, on sait jamais. Dont l'échange que peut-être je vois possiblement arriver, que les sénateurs vont descendre dans le repêchage pour repêcher un joueur. Et plus acquérir un autre choix de repêchage plus tard, soit dans le repêchage de cette année ou celui de l'an prochain. Par contre, après cette année, je crois qu'on va tourner le chemin. On va prendre le chemin de unparalleled success, comme notre bon propriétaire il mentionne. Je crois que cette année, c'est le dernier repêchage qu'on va être quand même content de voir arriver. J'espère, en tout cas. Steven, en terminant, tu vas venir nous voir à quelques occasions. En attendant, on peut te suivre où et comment? Sur Twitter, @BrigadeSteven. Mon nom d'utilisateur, c'est Steven à Brigade, mais à commercial, Brigade Steven. Puis je vais donner des petites insiders sur les podcasts à venir. C'était bien fun de te jaser. Yes, les gars. On se reparle bien vite. Yes. Alors, c'est ce qui complète le tout premier épisode Avis de la Brigade, le seul et premier podcast 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous voulez collaborer, vous avez des commentaires, entrez en contact avec nous, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous autres. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est créer un show qui vous ressemble, auquel les fans des scènes francophones peuvent s'identifier. Donc, on vise de sortir notre prochain épisode le 28 juillet prochain. Pour l'occasion, à JP, on va recevoir Patrick
Tourangeau. Nous ferons le tour avec lui sur les choix du repêchage amateur et des sujets chauds de l'organisation parce que le 28 juillet sera l'ouverture du marché des joueurs autonomes. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. On s'en rejasse.